Bien. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette activité pratique qui porte sur le guide d'élaboration du cahier des charges dans le secteur minier en RDC 2020. Alors, nous avons pensé qu'il serait important pour nous, dans le cadre de notre spécialisation, notamment dans le volet du droit minier, d'examiner un certain nombre d'instruments à vocation pratique qui permettrait sans doute aux juristes ou à l'avocat qui accompagne des négociations portant sur le cahier des charges, et notamment quant à la défense des droits et intérêts des communautés autochtones, mais de revisiter cet instrument, et ce sera l'objet de notre rencontre de ce jour. Alors, ce guide a été préparé par l'AFROWASH, qui est l'Observatoire africain des ressources naturelles. Alors, c'est un guide qui est bien pensé, qui vient à point nommé et qui va montrer les pistes qui nous permettront de bien accompagner, bien représenter et de bien défendre, de bien participer aussi aux travaux d'élaboration d'un cahier de charges dans les projets extractifs sur le continent. Alors, le guide nous dit qu'il est principalement adressé aux communautés, aux entreprises minières qui sont concernées par l'élaboration des cahiers de charges. Alors, c'est un guide qui vise à accompagner. Il concerne également les autorités politico-administratives qui sont appelées à accompagner les communautés et l'entreprise dans l'ensemble du processus. Mais nous pensons aussi que, de manière générale, cet outil est important pour les juristes et pour les experts africains. Parce qu'il s'agit au fond de la rédaction d'une entente de développement économique et social au bénéfice des communautés locales qui sont impactées par l'exploitation des ressources minières énergétiques dans leur milieu de vie. Alors, le premier aspect qui est traité dans ce guide, c'est celui du financement des projets de développement. Et là, on apprend qu'il y a 3 sources principales de financement des projets de développement communautaire. La première source étant la redevance minière. La seconde source, la dotation pour la contribution au projet de développement communautaire. Et la troisième source de financement étant le cahier des charges. Alors, disons, quelque chose sur la dotation pour la contribution au projet de développement. Là, on voudrait souligner que certaines entreprises multinationales, notamment, ont une politique sociale dans l'entreprise qui leur permet de mettre des fonds de côté, d'affecter certains fonds pour la réalisation des projets de développement économique et social dans le milieu. Alors, par le biais de sa politique sociale, l'entreprise minière essaie d'avoir un ancrage dans la société. Alors, cette diapo nous montre l'ensemble des parties prenantes à un projet minier. On peut voir, on a d'une part la direction, on voit l'ensemble des opérations extractives, la machinerie. Il y a comme partie prenante également les travailleurs, mais à travers cette image, on peut aussi voir les conditions dans lesquelles l'exploitation
est opérée, et notamment la chaîne de production. Le second point qui est examiné ici, c'est celui de savoir qu'est-ce qu'un cahier de charges. Et la définition qui nous est donnée, notamment par le code minier de la RDC, c'est de dire qu'un cahier de charges est un ensemble d'engagements pris entre l'entreprise minière titulaire des droits miniers d'exploitation ou d'autorisation d'exploitation de carrière et les communautés locales affectées par un projet minier pour la réalisation des projets de développement communautaire. Et cette définition figure notamment à l'article 285 du Code minier. Mais il y a des questions qu'on pourrait se poser, notamment quant à la nature juridique de cet engagement. S'agit-il d'une obligation légale? Certainement oui. Est-ce une condition sine qua non pour obtenir un permis d'exploitation? Est-ce un contrat entre l'entreprise et la communauté affectée par le projet minier? Autant de questions qu'on pourrait se poser et que les parties pourraient se poser. Alors, dans ce guide, cette image que nous avons présentement à l'écran nous renvoie une fois de plus sur les parties à cette transaction, à ces engagements. Alors, on a d'une part, les représentants de l'entreprise, et d'autre part, on a la communauté qui est représentée. Lorsqu'on analyse les représentants de l'entreprise, on voit un travailleur qui est très bien habillé. On a visiblement le directeur de l'entreprise, qui est très bien habillé avec un beau costume. Et de côté, un autre cadre de l'entreprise. Cette image traduit des représentants qui font très bon. Alors, de l'autre côté, si on analyse la représentation de la communauté, on a deux personnes visiblement âgées. Là, on a une dame ou deux. On a 4 adultes. On a 2 enfants. Alors, la communauté, on voit qu'il y a toutes les générations qui sont représentées à travers cette image. Et qu'est-ce que ça peut traduire? Qu'est-ce que ça pourrait traduire? C'est que chaque génération ou chaque tranche d'âge a des besoins spécifiques à satisfaire. Et donc, on entrevoit déjà dans les négociations une pluralité de besoins de la communauté à satisfaire par les représentants de l'entreprise. Donc, on notera la diversité des besoins de la communauté. Reflété ici à travers cette image. Alors, qui élabore le cahier des charges? Qui élabore le cahier des charges? Alors, le cahier des charges est élaboré par l'entreprise minière, d'une part. Le comité local de développement. Quelle démarche?
Certainement, on verra plus tard la composition de ce comité local de développement. Donc, on a deux principaux acteurs qui seront en charge de rédiger le cahier des charges. Ce sera notamment l'entreprise avec ses spécialistes qualifiés et de l'autre, je l'entends pas bien. le comité local de développement dont on se demande si elle sera accompagnée d'experts en matière de développement communautaire. Alors, une autre image à commenter. Alors, là, on est dans une séance de travail. Les parties présentes se trouvent. On a de part et d'autre le représentant de l'entreprise qui semble être participé à la réunion. Le représentant de l'État. D'un côté, on a deux représentants de la communauté. Et de l'autre côté, ben, on a trois représentants de l'entreprise. La table est mise pour les négociations. Et donc, cette image va traduire l'ensemble des parties pour négocier et s'entendre sur les termes du cahier des charges. Alors, quels sont les objectifs du cahier des charges? Le principal objectif, nous dit le document du cahier des charges, c'est d'organiser la mise en œuvre des engagements. Mais certainement, en amont, il faudrait qu'on puisse connaître quels sont les engagements qui sont offerts par l'entreprise avant d'acter ces engagements dans le cahier des charges. Donc, mais la discussion portera sur comment on met en œuvre les engagements pris par l'entreprise minière pour la réalisation des infrastructures économiques et sociales de base des communautés. Alors, l'idée ici, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations locales qui sont affectées par l'activité minière. Alors, les questions que nous nous posons, c'est de savoir quels sont ces engagements. Quelles sont les infrastructures socio-économiques qui nous sont proposées, qui sont proposées aux communautés affectées? Quels sont les services essentiels dont les communautés ont besoin et qui pourraient être réalisés par l'entreprise exploitante? Comment améliorer le bien-être des populations locales qui seront impactées par ce projet? Donc, des questions essentielles auxquelles les engagements devront certainement répondre. Alors, qui prend l'initiative de l'élaboration du cahier des charges? Alors, le règlement minier, en son article 12, nous dit que l'initiative vient du chef secteur de la chefferie ou du bourgmestre, le maire, s'il s'agit d'une commune. Mais on se demanderait, mais pourquoi l'entreprise ne prendrait pas l'initiative du cahier des charges, l'initiative des négociations, étant donné que c'est un incontournable? Alors, on pourrait dire que l'initiative peut être partagée, autant entre l'autorité administrative locale, le maire, le représentant de la collectivité au plan administratif, et la communauté, voire l'entreprise.
quand est-ce que l'entreprise doit soumettre le cahier des charges? Alors, le guide nous dit, dès la délivrance du permis d'exploitation et au plus tard dans les 6 mois avant le début de l'exploitation, l'entreprise doit soumettre le cahier des charges pour approbation par le gouverneur de province. Jusque-là, c'est correct. Mais je m'interroge. Parce que lorsqu'on nous dit dès la délivrance du permis d'exploitation, et là, je me demande s'il n'aurait pas été plus correct d'en faire une condition d'octroi du permis d'exploitation. C'est-à-dire que parmi les conditions qui sont exigées du requérant un permis d'exploitation, il aurait à déposer un cahier de charges qui est le résultat d'une entente avec la communauté ou les communautés qui sont impactées par le projet extractif. Mais à la lecture de cet article 403, on se rend bien compte que le permis d'exploitation peut intervenir et par après, on négocie le cahier de charges. Alors, je me demande si on n'aurait pas mis la charrue avant les bœufs. Alors, à mon sens, il aurait été intéressant ou important d'en faire une condition d'octroi de délivrance du titre d'exploitation, du permis d'exploitation. Quelle est la durée d'un cahier de charges? Alors, on nous dit que la durée est de 5 ans. Alors, tous les 5 ans, un rapport est fait au gouverneur et les parties prenantes peuvent évaluer son application. Et la question qu'on pourrait se poser de savoir, qu'en est-il du non-respect du cahier de charges, notamment par l'entreprise? Le guide prévoit une réponse. Alors, on en vient à l'étape de la négociation du cahier des charges. Alors, il y a un modèle de cahier de charges qui est proposé, qui existe, et on peut le retrouver à l'article 11 de la directive relative au modèle type de cahier de charges qui porte sur la responsabilité sociale et qui figure en annexe 17. Revisitons les étapes de la négociation. La première étape, c'est celle de la détermination de l'espace géographique concerné par l'activité extractive. Cette étape permet, comme le souligne le guide, de déterminer quelle est la zone qui est couverte, quelles sont les communautés qui sont concernées ou impactées par l'activité. Donc là encore, cette détermination est faite par le représentant de l'administration ou de la chefferie, le représentant de l'entreprise et les représentants de la communauté ou des communautés concernées. Et là, l'image est très illustrative. On est sur une table avec la carte de la région et on essaie de délimiter les zones. La seconde étape de la négociation, c'est l'identification des besoins prioritaires des communautés. Et là, c'est une étape cruciale. C'est certainement une étape cruciale parce que c'est à ce niveau que
les communautés doivent faire valoir, faire savoir leurs attentes par rapport à ce projet extractif. Et là, la présence des experts est plus que requise. Alors, le guide nous dit que l'identification des besoins assurés par l'entremise de l'entreprise minière et le comité local de développement, qui, je suppose, à ce stade, a déjà recueilli les besoins auprès des populations concernées. Et naturellement, comme nous le soulignons, le code minier va donner le droit ainsi aux communautés qui sont représentées au sein de la commission locale de développement d'être assistées par une expertise externe. Et c'est là où les juristes, les avocats, les spécialistes en question de développement, notamment local, peuvent siéger pour accompagner les communautés. Alors, la troisième étape est celle de l'approbation de ces besoins. Alors, après avoir identifié, après avoir listé les besoins, les attentes des communautés, on se réunit pour approuver ces besoins. Alors, le guide nous dit que ce mécanisme d'approbation se fait à travers des réunions populaires qui sont organisées par le comité local de développement. Dans toutes les zones qui sont impactées, dans le cadre d'une étude d'impact environnemental et social. Et à la fin de chaque réunion, procès verbal est signé. Et il me semble que c'est généralement à cette étape qu'il y a des problèmes. Parce que très souvent, et notamment les problèmes de représentation, parce que très souvent, les communautés ne sont pas bien accompagnées. Elles ne sont pas accompagnées par des experts. Et donc, au moment où on approuve ou qu'on valide les besoins, on passe à côté des véritables attentes des communautés. On sait qu'en milieu rural, nos communautés, notamment africaines en milieu rural, ce ne sont pas des populations qui ont toujours connaissance de, je dirais, tous les enjeux. Elles ne sont pas très instruites. On n'est pas très instruits dans nos villages. Alors, ça prend des spécialistes pour les accompagner dès le début, dès l'annonce du projet, jusqu'à cette étape, voilà la mise en œuvre que nous allons aborder. Et de par la petite expérience, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu personnellement, à cette étape-ci, à l'étape de la validation des besoins, les communautés n'ont pas souvent des représentants, ou lorsqu'elles sont représentées peut-être par l'administration, ce qui n'est pas l'idéal. La quatrième étape est celle de la fixation des dates de négociation. Alors, les représentants des trois parties, l'entreprise, l'État et la communauté, s'entendent et fixent un calendrier de négociation. Cinquième étape, la négociation proprement dite. Mais je ne sais pas si en pratique, sauf si les choses ont changé, je ne sais pas si en pratique, les choses se passent comme telles. Je ne pense pas. Mais au moins,
Ce guide qui nous est proposé nous montre les étapes, cette fois-là, en tant que personne avertie, en tant que spécialiste dans la conduite de ce processus. Si par le passé, les choses ne s'étaient pas déroulées dans cet ordre, mais aujourd'hui, sur la base de cette grille, sur la base de ce guide, nous pouvons assister, nous pouvons proposer, nous pouvons encadrer et structurer même les négociations selon cet ordre qui semble faire consensus. Alors, comment se déroulent donc les négociations? Alors, on pourrait, pour mener à bien la négociation, se référer au modèle type de cahier de charge. Parce qu'à partir du modèle type du cahier de charge, on peut connaître quelle est la structure du cahier de charge, mais également le contenu. Mais il s'agit d'un échange entre les parties prenantes, la tripartite, les représentants des trois parties, sur l'objet des négociations, à savoir les attentes en termes d'infrastructures, de services essentiels de la communauté. Alors, cet échange ou ces échanges, ces négociations vont se passer entre les trois parties. Et là, le texte nous dit que les représentants des communautés sont assistés par les organisations de la société civile spécialisées en RSE. Et c'est là où vous interviendrez. Et en présence du chef de secteur ou du maire. Et là, la réunion, puisqu'elle est assez technique, on voit qu'elle est très restreinte. On est 6 autour de la table. Alors, mais c'est sûr que c'est le moment, la négociation, c'est le moment décisif. Parce que si la communauté n'est pas bien représentée à ce moment-là, jusqu'à la 6e étape, on va voir, si la communauté n'est pas bien représentée à cette étape, ben, c'est sûr qu'elle ne tirera pas grand profit des retombées de l'exploitation minière sur son territoire. Alors, les négociations, lorsqu'elles aboutissent, mais le guide ne nous dit pas ce qu'il en est lorsque les négociations n'aboutissent pas. Lorsqu'elles aboutissent, c'est la 6e étape, on procède à la signature d'un procès verbal entre les trois parties. Le représentant de l'entreprise, le représentant de l'État et le représentant des communautés. Alors, donc, je suppose le représentant de l'entreprise, c'est lui qui est en rouge là, très beau. Le représentant de l'État, également très beau. Et à côté, on a aussi le représentant de la communauté, je suppose, un bel avocat. Donc, c'est toutes des belles personnes qui vont, en tout état de cause, signer le procès verbal des négociations, qui vont entériner leur accord sur le type et la nature des investissements sociaux à réaliser dans le cadre de ce projet extractif. Septième étape, la signature du cahier de charges. Là encore, on voit que ce sont les mêmes personnes.
On signe le procès-verbal et on signe le cahier des charges qu'on va transmettre dans un délai de 30 jours. Dans un délai de 30 jours à l'autorité administrative locale, notamment la division des mines, dans les 30 jours de la signature. Mais il y a une autre étape qui est aussi intéressante, c'est la vérification de la conformité du cahier des charges. Alors, de quoi s'agit-il ici? On nous dit que le cahier des charges est signé et soumis à une vérification de conformité au plan social provincial du rayon d'activité de l'entreprise. Alors, on suppose ici que la province a son plan de développement social. Et donc, les activités qui sont projetées, les investissements qui doivent être réalisés, les infrastructures sociales qui doivent être réalisées sont conformes au plan préétabli par la province. Et cette formalité de vérification doit intervenir dans un délai de 45 jours. Qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose de la part du représentant, certainement, et de toutes les parties prenantes d'ailleurs, mais du représentant de la communauté aussi, d'aller vérifier avant la signature du procès verbal ou du cahier des charges, de procéder en amont pour vérifier, pour s'enquérir auprès de la province de cette conformité. Donc, normalement, au moment où on vient signer le cahier de charges, on a déjà l'accord de la province sur la conformité de ce qu'on entend réaliser en tant qu'infrastructure sociale dans le cadre de ce projet extractif. Alors, l'étape de la vérification de la conformité du plan du cahier des charges est faite par une commission provinciale. Alors, si le texte nous dit que s'il y a des problèmes de conformité, on va renvoyer pour qu'il y ait des ajustements qui soient faits. En tout état de cause, l'entente qui interviendrait entre les parties prenantes devrait être conforme, devrait être validée par la province pour qu'en tout état de cause, ça entre dans le plan de développement social de la province. Alors, la deuxième étape, c'est l'étape du visa du cahier des charges. Alors, le cahier des charges doit être approuvé aussi par le patron de la province, c'est-à-dire le gouverneur. Une copie est envoyée au ministre provincial des mines. Et la décision d'approbation du gouverneur est transmise au cadastre minier provincial. Et au parti, on envoie une attestation de conformité, certainement pour leur dossier. Alors, qui supervise l'ensemble du processus de négociation? Le guide nous dit que c'est le ministre provincial des Mines qui supervise l'ensemble du processus. Mais lorsque nous avons vu dans les slides précédents, dans le document, on a vu un représentant de l'État. Alors, le représentant de l'État, là, c'est certainement le représentant du ministre provincial à cette table. Donc, le ministre va chapeauter l'ensemble du processus de négociation, même si on va voir que le chef d'entreprise, tel qu'on l'a vu, est celui qui semble, dans les faits, mener la discussion, mener le processus, conduire le processus. Mais au fond, nous dit le guide, la responsabilité revient au ministre provincial des Mines. Mais généralement, celui-ci est au fait
des négociations parce qu'il a une antenne dans le processus, parmi les parties prenantes. Et ce rôle est joué ici, son antenne, c'est le représentant de l'État qui lui fait rapport du déroulement des choses. Alors, on suppose que le ministre des Mines, ministre provincial des Mines, ne va intervenir que lorsqu'il y a un problème. Mais il est au courant du déroulement des choses. Alors, qui finance et qui gère le cahier des charges? C'est l'entreprise. Et là, il est intéressant. Alors, qui paye pour la représentation des communautés locales dans ces négociations? Qui paye pour les honoraires d'avocats? Si les parties font recours à un avocat ou à un expert, qui est chargé de payer? Parce que généralement, ces communautés n'ont pas les ressources. Mais si on s'en tient, au guide, et notamment son article 7 sur le règlement minier, c'est les frais de participation, de représentation des communautés devraient être déboursés par l'entreprise à travers son budget social. Alors, une autre question qui est très importante lorsqu'on aborde la question du cahier de charges est celle du suivi et de la mise en œuvre. Et là, il y a très souvent des problèmes au niveau du suivi de la mise en œuvre. Parce que l'entreprise peut s'engager à réaliser un certain nombre d'infrastructures, mais à la fin, ce n'est pas le cas. Alors, comment s'organise donc le suivi de la mise en œuvre du cahier de charges? Alors, le guide nous dit que ce suivi se fait à deux niveaux. Il est réalisé d'abord par le comité local de suivi, qui va contrôler et assurer le suivi de la réalisation des infrastructures et services économiques selon le chronogramme qui est arrêté, des travaux qui est arrêté par les parties. Et ceci est précisé à l'article 15 du règlement minier. Le second contrôle est exercé par l'État à travers l'Agence congolaise de l'environnement, qui travaille en collaboration avec la Direction de la protection de l'environnement, de structures qui coordonnent les questions environnementales en ce qui concerne les projets extractifs en RDC. Alors, ces structures aussi vont constater le non-respect de la réalisation du chronogramme d'activité ou, si vous voulez, du cahier des charges par l'entreprise. Et pour le faire, elle va descendre sur les lieux et elle va s'entretenir avec les communautés locales concernées. Donc, concrètement, la réalisation sera surveillée par les parties prenantes. Donc, le comité local, d'une part, entre autres, les communautés et leurs représentants, et d'autre part, par l'État, à travers ces structures spécialisées que sont l'Agence congolaise de l'environnement et la Direction de protection de l'environnement minier. Donc, on a au moins deux mécanismes pour contrôler la réalisation des travaux. Alors, ces images vont nous illustrer
ces mécanismes de contrôle. Donc, on a le comité, la première image que vous voyez là, on a le comité local qui se réunit et qui discute. Alors, ce qui est intéressant avec ce comité, c'est qu'on a à la fois des hommes et des femmes. On a des jeunes et des vieux. Bref, on a une bonne représentation. De l'autre côté, on a des techniciens, on a des spécialistes et qui analysent minutieusement le niveau d'évolution des réalisations. Donc là, on travaille vraiment avec des spécialistes. Alors, qui compose le comité local de suivi? On a vu, c'est le maire, il y a un délégué de l'entreprise et au moins 4 représentants désignés des communautés locales. Alors, le nombre, on regarde du nombre, ça c'est intéressant. La communauté ou les communautés sont suffisamment représentées dans le comité local de suivi. Alors, quelles sont les obligations de l'entreprise minière dans l'élaboration du cahier des charges? On a 3 principales obligations. La première, comme on l'a souligné, c'est de consulter et de faire participer les communautés bénéficiaires. Donc, on s'attend à des échanges entre l'entreprise et la communauté. On peut envisager des échanges directs, d'une part, et d'autre part, des échanges entre l'entreprise et les spécialistes qui représentent la communauté. D'un côté, alors l'une de ces obligations, c'est l'effectivité de la participation des communautés à ce processus. Et comme nous l'avons souligné, ça passe aussi par le budget, la mise en œuvre d'un fonds pour que les communautés soient bien représentées, notamment par des spécialistes, et que leur représentation puisse être financée, qu'on puisse payer les frais qui sont afférents à leur représentation, pour garantir ainsi une participation effective à l'ensemble du processus. Donc, ça prend aussi de l'argent. Deuxième obligation pour l'entreprise, elle doit réaliser des projets de développement convenus dans le cahier des charges. C'est une obligation. Et lorsque nous nous interrogions sur la nature juridique du cahier des charges, on s'est posé la question de savoir s'il ne s'agissait pas d'un contrat. On parle de projets de développement convenus. Un accord sur un certain nombre de réalisations à exécuter selon un chronogramme. Troisième obligation, l'entreprise, l'exploitant minier doit fournir un rapport d'exécution des travaux. Un rapport sur l'avancement des travaux, sur l'exécution des engagements pris. Et ce rapport sera naturellement examiné par le représentant des communautés et les autres parties prenantes à la table. Les communautés ont aussi des obligations, mais qui, de mon point de vue, peuvent être discutables. Alors, la première obligation qui pèse sur les épaules
des communautés concernées, c'est ne pas détruire les infrastructures et biens de l'entreprise minière. Alors, cette obligation, elle me paraît controversée. Bon, c'est peut-être la contrepartie ou bien la licence d'exploitation que la collectivité ou la communauté donnerait à l'entreprise, le plan simple, pour réaliser son projet. Alors, étant donné que l'entreprise s'est engagée à satisfaire ou à réaliser un certain nombre d'infrastructures, en retour, la collectivité lui donne le feu vert pour exécuter librement son projet et de la manière la plus paisible qu'elle soit. Ça, c'est un engagement. Mais à l'expérience, on va voir, et on l'a vu, notamment au Nigeria, entre Shell, la multinationale Shell et la communauté Ogoni, et lorsque les populations n'étaient pas satisfaites sur les questions de développement économique et social des zones impactées par l'activité pétrolière, mais il en résultait justement la destruction des infrastructures de Shell. Et donc, les entreprises vont s'engager et vont attendre des communautés de ne pas détruire leurs infrastructures et leurs biens. C'est à la fois normal et controversé. Controversé dans la mesure où, généralement, pour la protection de leurs biens, les entreprises ont des agents de sécurité qui veillent à leurs installations, généralement. Mais ça reste néanmoins un élément, ça reste néanmoins une obligation qui pèse sur les communautés. Deuxième obligation. Alors, on demande aux communautés de collaborer dans la lutte contre l'exploitation illégale des substances minérales. Alors, j'avoue principalement que c'est quand même surprenant là. Et je me demande si c'est le travail de la communauté. S'il ne faudrait pas confier ce genre de tâches à des structures plus spécialisées. En tout cas, je ne suis pas convaincu. Troisième obligation, on demande aux communautés de réparer tout dommage causé aux titulaires du droit minier d'exploitation. Et là, je suis aussi surpris. Je me demande s'il fallait vraiment écrire cette clause. D'autant plus que, en matière de responsabilité civile, ça peut être naturel. Celui qui, par la faute duquel il est arrivé un dommage, est obligé à le réparer. Fallait-il insérer cette clause? Et du coup, je me demande aussi, est-ce que ce n'est pas une manière d'intimider les communautés? Bon, c'est autant de questions qu'on pourrait se poser en voyant les obligations qui sont mises à la charge des uns et des autres. Alors, cette question aussi est super intéressante à savoir, mais que prévoit le code minier de la RDC en cas de non-respect des engagements contenus dans le cahier des charges par l'entreprise, parce que c'est malheureusement ce qui arrive très souvent. L'entreprise prend des engagements qu'elle n'honore pas. Qu'est-ce qui se passe? Que prévoit le code? Alors, administrativement,
il est prévu qu'en cas de non-respect du cahier des charges, qu'on prononce la suspension des activités de l'entreprise ou le retrait de son permis d'exploitation. Mais nous savons qu'il y a souvent une sorte d'amitié ou de complicité entre les exploitants et les autorités administratives. Et donc, qu'on arrive à cette sanction, ce n'est pas très évident. Et on nous dit que le ministre peut faire une mise en garde ou décider du retrait. Alors, ça c'est l'étape. Disons que c'est l'étape administrative, au niveau administratif. Étant donné que le ministre des Mines, provincial notamment, semble être la tutelle. Alors, advenant un litige, alors, au cas où, décidément, le cahier des charges n'a pas été respecté par l'entreprise et qu'un litige intervient entre l'entreprise et les communautés, comment on résout le litige? Alors, le guide nous dit que la contestation qui peut naître, toutes sortes de contestations, que ce soit l'interprétation, l'exécution du cahier des charges, on tente d'abord un règlement à l'amiable. Et si on n'est pas satisfait, on saisit les tribunaux. Et ça, c'est intéressant. Et cette ouverture est très intéressante vers les tribunaux. D'autant plus que dès le départ, on a des spécialistes sur cette question qui représente depuis le début du processus. Donc, il serait facile de mettre devant les tribunaux en œuvre la responsabilité, la faute contractuelle notamment de l'entreprise minière et de voir ordonner la saisie de ses biens et autres formes de réparation. Donc voilà l'ensemble des questions qu'on pouvait revisiter dans le cadre de l'élaboration du cahier des charges. Alors, on va donc passer à un bref échange, 15 minutes de discussion. Alors, un 15 minutes de discussion. Est-ce que vous pourriez ouvrir vos micros? Bonsoir. Oui, bonsoir Ruben, comment tu vas? Je vais bien, docteur. Et chez vous? Très bien, super. Mais tu es par mode vidéo. Ok. Effectivement, docteur. Merci pour cette belle communication. J'ai beaucoup aimé le cahier des charges, mais je vois que le flou dont vous avez fait cas de suite là, relativement à la surveillance des populations en ce qui concerne les installations de la société minière, c'est un fourre-tout. Je vois que c'est un fourre-tout. Ça, c'est un. Et deuxièmement, je vois que dans le cahier des charges, ils n'ont pas formalisé le cadre des négociations. Oui. Pour qu'en cas de dissonance sur un mot, on puisse retourner à la case départ pour comprendre réellement la portée de chaque mot qui était écrit dans le contrat. Donc, en fait, c'est de formaliser la rencontre qui, à mon humble avis, voit qui manquait. Sinon, dans l'ensemble, vraiment, j'ai beaucoup aimé votre communication. Merci. Oui, disons plutôt que c'est le document même qui est, le mécanisme qui est très intéressant. Alors, si nous l'avons proposé comme activité pratique, c'est parce qu'il est très intéressant. Il est novateur, il nous montre la voie. Il nous montre la voie à suivre dans ce type de processus. Et en ce sens, personnellement, je l'ai trouvé très bien fait. Mais c'est sûr qu'il est critiquable comme toute œuvre, mais dans l'ensemble, ça me paraît être un document très satisfaisant. Mais sur la question, notamment de la protection, l'obligation pour les communautés de protéger les installations
de l'entreprise minière, dans la littérature, on a eu un problème avec. On a eu un problème et on a notamment eu ce type de problème au Nigeria. Comme je l'ai souligné dans l'exemple. On a eu ce problème aussi peut-être au Soudan. Parce que les compagnies pétrolières, au Nigeria par exemple, la sécurité privée ou même l'armée, parce que Shell, qui était partenaire à l'État fédéral du Nigeria, avait fait venir l'armée pour surveiller ces installations. Et l'armée a donc tué, l'armée a dû massacrer des gens. Alors, on s'est retrouvé avec un problème de violation des droits humains dans la mission de sécurisation des installations. Donc, dans ce cas, ou comme dans le cadre du Soudan, là aussi, c'était les sociétés privées, mais qui, face à des populations qui revendiquaient, face à des communautés revendiquantes, a exercé une répression et on s'est retrouvé encore là avec des problèmes de violation des droits de l'homme. Que la société va engager des structures qui vont commettre des violations des droits de l'homme qu'on va mettre sur le dos de l'entreprise. Donc, la question, c'est véritablement une question très controversée. Alors, comment, face à une pareille controverse et face à de telles incidences, comment les autorités de la RDC ont-elles pu mettre ce type de fardeau sur le dos des communautés? Effectivement, effectivement. Donc, je ne suis pas très convaincu au regard des problèmes qui peuvent se poser quant à la sécurisation des infrastructures de l'entreprise. Je ne suis pas convaincu que ça devrait reposer sur les communautés. Merci, docteur. Merci. Autre question? Bonsoir, Allô, docteur. docteur. Oui, Maître Kapouya, on vous écoute. Bonsoir, docteur. Salut. Vous allez bien? Merci. Super, merci. Content. Parfait. Oui, ça va. Alors, docteur, j'ai suivi avec, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup d'intérêt. Alors, j'ai quand même une préoccupation à partager. Alors, l'analyse de la question me fait dégager le constat selon lequel la question du cahier des charges est dévolue essentiellement aux communautés locales, au niveau élevé au gouverneur de province. Alors, pour ceux qui suivent l'actualité dans notre pays, les expériences que nous menons en termes de gouvernance de proximité avec des assemblées provinciales qui mettent sur pied des gouvernements provinciaux posent des sérieux problèmes d'efficacité et créent même beaucoup d'instabilité dans les provinces. Alors, je voudrais me demander, qu'est-ce que vous pensez de pouvoir imaginer dans les cadres congolais la possibilité d'insérer des clauses de stabilité comme ça l'est dans notre contrat minier pour ne pas mettre les différentes entreprises à la merci de la valse de gouverneurs de province qui se succèdent à temps et à contre-temps suivant les intérêts ou les mauvaises humeurs de certaines personnes. Est-ce que vous pouvez reprendre un peu, s'il vous plaît? Oui, docteur? Oui, est-ce que vous pouvez reprendre votre question? Oui, je dis, qu'est-ce que vous pensez oui. de l'éventualité d'insérer oui. ou d'étendre la clause de stabilité, d'accord, dans la rédaction du cahier des charges? Question de mettre les entreprises à l'abri de la succession ou la situation mouvante de nos assemblées provinciales et des gouverneurs des différentes provinces. Très bien. Je ne sais pas, si on voit, parce que là, je me suis questionné sur la nature juridique. En lisant ce document, je me suis questionné sur la nature juridique du cahier des charges. Là, je me suis vraiment questionné là-dessus.
je me suis demandé, bon, d'accord, tout de suite, on peut voir que c'est une exigence, c'est une obligation légale, oui. Mais de l'autre côté, sérieusement, je me suis demandé s'il s'agissait, on pouvait le voir comme un contrat. Sérieusement. Un contrat entre les trois parties. Et j'aurais tendance à le voir dans le sens d'un contrat tripartite. Et donc là, il y a le cadre du contrat nous donne, de mon point de vue, une certaine stabilité. C'est-à-dire qu'au moment de tout va se jouer dans les négociations. Tout se joue dans les négociations. Mais c'est sûr que s'il y a des changements pendant les négociations, des changements d'administration provinciale ou d'assemblée provinciale, bon, ça peut influer le processus. Le processus peut certainement être impacté parce qu'il y a des changements d'hommes, de philosophie et tout ce que vous voulez, d'intérêt, si vous voulez. Ça, c'est sûr. Mais si, alors, une administration X mène le processus et on arrive au terme du processus et que c'est acté, le procès verbal signé, le cahier des charges signé. Donc, à partir de ce moment-là, de mon point de vue, parce que c'est là l'accord des parties. L'accord des parties, c'est l'objet même de leur entente. C'est-à-dire les infrastructures sociales et essentielles de base qu'il faut réaliser. Alors, de mon point de vue, si on a franchi l'étape, on a franchi l'étape de la finalisation du contrat, mais il y a une certaine sécurité, parce qu'on est déjà dans le contrat. Il y a une certaine sécurité, d'autant plus qu'en droit, on nous dit que le contrat est la loi des parties. Exact. C'est la loi des parties. Donc, même si on a une administration pendant l'exécution du contrat cette fois-là, c'est-à-dire que l'entreprise a commencé à exploiter, elle a commencé en même temps à réaliser ce qu'elle a promis dans le cahier des charges, et qu'il y a une nouvelle administration qui vient et qui, on change de représentant à la table du suivi ou dans le processus, de mon point de vue, la solidité du contrat, parce qu'elle est désormais la loi des parties, de mon point de vue, ça ne devrait pas, de mon point de vue, entraîner des menaces, constituer une menace même à l'existence et à la mise en œuvre du contrat. Donc, alors, de mon point de vue, il y a une certaine sécurité lorsqu'on agit dans le cadre contractuel. Et là, et c'est là où c'est intéressant parce qu'on a vu vers la fin de notre diapositive, on a vu que en cas de problème, si c'est un problème dans l'exécution du cahier des charges, les tribunaux étaient là pour régler le différend. Donc là, on est protégé. Parfait. Merci. J'en prie. Oui, bonsoir, docteur. Oui, Maître Mepuy. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, on ne s'est pas vu depuis. Oui, docteur. J'aimerais vous voir en vidéo. D'accord, d'accord. Merci. Bon, docteur, ma préoccupation porte sur la responsabilité des représentants locaux, notamment les experts. Parce que dans l'élaboration du cahier des charges, je ne vois pas leur responsabilité lorsqu'ils ne remplissent pas les obligations à eux à signer. Oui. Oui, oui. Et la deuxième préoccupation porte sur la rémunération. Est-ce que lorsque l'entreprise minière rémunère les représentants locaux, ça ne peut pas porter atteinte à leur indépendance? Est-ce qu'on ne peut pas leur influencer au niveau des négociations? Donc, c'est ça ma préoccupation. Et la troisième préoccupation porte sur la sécurisation des installations minières. Oui. Je pense que la responsabilité doit être partagée entre les communautés et les entreprises, puisque généralement, ces populations qui sabotent, par exemple, les installations,
ces personnes sont connues par ces communautés qui peuvent aller leur dénoncer. Donc, je pense que la responsabilité doit plutôt être partagée. On ne doit pas seulement mettre ça sur la tête des communautés. Merci, docteur. Voilà mes principales préoccupations. D'accord. Mais écoutez, c'est très pertinent, c'est vraiment très pertinent. C'est très pertinent, très, très pertinent d'ailleurs. Et en pratique, je crois qu'on a un problème là-dessus, notamment sur la question de la rémunération des experts. On a vu dans ce document de référence que c'est l'entreprise, en principe, qui devait défrayer. Mais on sait que si l'entreprise sort les sous, si c'est l'entreprise qui paye les experts, non seulement elle va les payer dans ses bureaux, elle va les payer dans ses bureaux et puis, bon, donc il y a un lien qui peut s'établir, des liens très étroits qui peuvent s'établir entre l'entreprise et les représentants de l'autre partie, de telle sorte que ceux-ci soient enclins à ne pas mettre les bâtons dans les roues de l'entreprise, notamment lorsqu'elle ne fait pas les choses convenablement. Alors, ici au Canada, parce que c'est des questions qui traversent quand même tous les pays miniers là. Ici au Canada, généralement, c'est l'État, il me semble, sauf si je me trompe, c'est l'État qui paye pour la représentation des communautés. C'est-à-dire que le budget qu'on va affecter là doit venir de la province, par exemple, ou de l'État fédéré. Et là, ça fait en sorte que quand l'argent vient plutôt de l'État, on a une plus grande garantie de neutralité de l'expert ou du représentant de la communauté. C'est sûr que c'est... Mais là, on voit qu'en RDC, bon, le gouvernement... Là, on voit qu'en RDC, le gouvernement n'a pas voulu prendre sur lui les dépenses. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous que c'est une menace. C'est potentiellement une menace pour les communautés. Étant donné que celui qui est chargé de les représenter peut aller, simplement parce qu'il reçoit, qu'il est payé directement par l'entreprise, et notamment si elle se montre généreuse envers lui, on peut rapidement l'acheter. C'est possible. Donc, de ce point de vue, je crois qu'on pourrait donc refaire, de mon point de vue, on pourrait revoir ces dispositions. On pourrait aussi s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Comment cette question est perçue ailleurs? Comment cette question est réglée ailleurs dans d'autres pays? Et pour le cas du Canada, me semble-t-il, c'est l'État qui paye pour la représentation des communautés locales et autochtones. Et ça, c'était une revendication. Ça a été une revendication, une longue revendication des autochtones. De manière générale, dans la défense de leurs droits et intérêts. Alors, la question est pertinente. Bien. Alors, sur la sécurisation des installations, responsabilité partagée. Alors, mais la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on pense de la démocratisation? Est-ce que la démocratie ne permet pas aux communautés, lorsqu'elles sont mécontentes, de poser certaines actions? Et même, oui, parce que lorsqu'on est mécontent, on proteste, et la protestation peut aussi conduire à détruire un certain nombre de choses dans le cas de la protestation. Mais là, tout ça est régi par le droit. Lorsqu'on proteste démocratiquement, lorsqu'on n'est pas d'accord et qu'on casse, on peut voir, on voit comment les gens cassent chaque fois aux États-Unis, là. Il n'y a qu'à regarder quand ils sont fâchés. Alors, jusqu'où
Alors, on peut engager tout genre de... Mais ça se règle par le biais du droit. Alors, mais est-ce que cette disposition, cette manière de faire, est-ce qu'elle est réputée non écrite? Est-ce qu'on va considérer qu'elle est réputée non écrite? Donc, personnellement, mais c'est mon point de vue, personnellement, je ne serais pas enclin à avoir cette responsabilité posée sur le dos des communautés, surtout dans un contexte politique de démocratisation. Autre réaction, autre question? Autre commentaire? Alors, je vois qu'il n'y a plus de réaction, mais je ne peux être que très satisfait de ce guide qui, de mon point de vue, mériterait d'être connu. Le modèle mériterait, de mon point de vue, d'être exporté. S'il vous plaît, docteur. De mon point de vue, ça mériterait d'être exporté là. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Oui, oui, Paulin, bonjour. Bonjour, docteur. Oui, on ne s'est pas encore vu de visu. Tout à fait. C'est vraiment un plaisir Oui. de Vous vous mettez en vidéo? participer à cette réunion. Oui. Pour ma première fois depuis que je me suis inscrit Bienvenue à ICAI. Alors, ma question est celle-ci, docteur. Oui. Bon, en fait, tu vas réaliser que dans les secteurs miniers, parce que, bon, au départ, là, on pensait que ce qui est appelé secteur minier, c'est juste les miniers, les substances solides, hormis les substances liquides, mais au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer avec les cours, nous réalisons que, en tout cas, les miniers reprend et les substances solides et les substances liquides. Tout à fait. Et pour ça, vraiment, merci. Merci pour cet éclairage que nous apprenons déjà depuis que nous avons commencé les cours. Mais ma préoccupation est celle-ci. Quand tu parcours les secteurs des hydrocarbures dans notre pays, bon, je ne sais pas, sauf erreur peut-être de ma part ou bien inattention de ma part, on va réaliser que là, il n'y a pas... En fait, le législateur n'a pas consacré les cahiers de charges. Oui. Oui. Et je me demande, est-ce que les cahiers de charges qui a été consacré par les secteurs, par les législateurs dans les secteurs miniers est transversal sur les autres secteurs miniers où jusque-là, la loi n'a pas prévu de cahier de charges? Est-ce que ça peut être acceptable ainsi? Oui, très bien, merci. Oui. Parce que, en fait, en parcourant, tu réalises qu'on parle tout simplement des projets sociaux de développement. On parle en fait, ces comités de concertation qui doivent jouer les ponts entre
l'entreprise, des fois aussi l'État et les communautés. Et c'est ces comités-là qui doivent sélectionner, aller vers les communautés pour sélectionner les projets sociaux de développement profit des communautés et prendre ce qui est utile, ce qu'on juge peut-être essentiel au bénéfice des communautés. Et ce sont ces projets-là qu'on met en œuvre, qu'on met en réalisation. Mais en tout cas, on ne parle pas des cahiers de charges. Alors, on ne sait pas comment est-ce qu'on doit organiser, et la mise en œuvre des engagements que l'entreprise a contracté, a accepté vis-à-vis de la communauté. Très bien. Merci. Et votre question, elle est très pertinente. Et pour la RDC, par exemple, et dans le cadre de l'intégration minière en Afrique aussi, elle est très valable. On voit qu'il y a un effort de réglementation qui est fait au niveau de la RDC quant au secteur minier, un développement de la réglementation qui est suffisamment avancé. Et ça, on le verra aussi vendredi prochain avec le code. On le verra vendredi prochain. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour réglementer le secteur minier à RDC. Et ça, c'est super intéressant. Au niveau africain, on l'a aussi vu avec, peut-être vous ne l'avez pas, on n'a pas encore eu l'occasion de le discuter avec vous, mais dans le cadre de la vision minière africaine, on voit aussi qu'au niveau panafricain, il y a des efforts vraiment de réglementer le secteur. Et ça, c'est intéressant. Et l'élaboration, le guide d'élaboration d'un cahier des charges participe également. C'est très intéressant. Mais comme on le voit, au niveau... Je veux même, parce que ce serait zéro. Au niveau national congolais, on va remarquer que le secteur des hydrocarbures n'est pas concerné, comme vous le constatez, effectivement. Alors, ça veut dire quoi? On voit un effort d'intégration, que ce soit au niveau panafricain. On voit un effort d'intégration sur les mines, au niveau des hydrocarbures. Ça veut dire qu'on a des soucis en termes de gouvernance, la gouvernance de l'énergie en Afrique et dans votre pays. On a des soucis à ce niveau-là. Pourquoi il n'y a pas un effort, une véritable volonté des autorités de réglementer le secteur de l'énergie? Les autorités ne vont pas loin. Les autorités congolaises ne vont pas loin dans cet effort de réglementer les questions énergétiques. Et ce constat, ce n'est pas seulement celui de la RDC, c'est un constat qui est partagé par la plupart des pays africains. Donc, effectivement, on va le dire expressément que la vision minière africaine, elle ne concerne pas le secteur des hydrocarbures. Donc, dans le secteur des hydrocarbures, il y a encore un flou. C'est comme une chasse gardée pour les États qui veulent entretenir l'opacité dans l'exploitation et dans la gestion des ressources énergétiques. Donc, on s'interroge effectivement. Alors, il serait souhaitable, comme vous le dites, dès que, à l'instar de ce qui se passe avec les mines, qu'on instaure en RDC et dans les pays africains un cahier de charges aussi du secteur de l'énergie. Ou pourquoi pas un cahier de charges qui va réguler à la fois le secteur minier et le secteur énergétique. Alors, mais on salue, on commence déjà par saluer cet effort. On commence déjà par saluer cet effort qui est visible
de bien réguler le secteur des mines. Et on aimerait ça que les choses évoluent, que la gouvernance évolue aussi au niveau du secteur énergétique. Donc, Paulin, voilà quand même les quelques éléments, la petite réflexion que je peux faire à la suite de ta question. Merci beaucoup, docteur. Merci. Je vous en prie. Autre question, autre réaction? Alors, il est environ 11 heures. On va, s'il n'y a plus d'autres questions, on va se séparer pour cette activité qui était prévue juste pour 1 heure de temps. Et là, justement, Paulin a posé la question de la gouvernance énergétique. Je vous l'avais un peu annoncé, j'ai l'intention qu'à partir du 30, je pense, la première semaine en tout cas de mai, alors tout le mois de mai, les 4 dimanches du mois de mai, dès qu'on se retrouve pour 1 heure de temps pour discuter des questions sur l'énergie en Afrique. Une autre question, docteur. Oui. Alors, en fait, aussi, à un certain niveau, dans la gestion du fonds qui finance les cahiers de charges. Oui. Alors, exactement, il a été réalisé que, comme c'est l'exploitant qui finance les cahiers de charges, oui. Et du coup, c'est lui qui gère les fonds. Et je me dis, est-ce que c'est normal? C'est normal que ça se passe ainsi? C'était ça ma préoccupation dans la mesure où il y a les bénéficiaires de ces activités de développement qui sont là, qui sont les communautés et qui ne sont pas associés dans la gestion du fonds qui finance les activités qui sont décrites dans le cahier de charges. Je me demande, est-ce que c'est normal? Parce qu'on a toujours dit que, en fait, c'est comme qui dirait, ce qui se gère pour nous, sans nous, ça se gère contre nous. Alors, je voulais juste avoir votre point de vue, votre réaction par rapport à ça. Est-ce que c'est normal que ça se passe ainsi ou bien dans l'avenir, il faut que ça change? Très bien. Disons que, déjà, premièrement, ce qu'on doit savoir, c'est que généralement, le fonds est mis en place par l'entreprise, comme vous le dites. C'est l'entreprise qui met le fonds en charge, qui met le fonds en place. Ça participe de la politique sociale de l'entreprise. Et donc, c'est un fonds qui est propre, qui est alimenté par l'entreprise elle-même. Alors, du coup, c'est tout à fait normal qu'elle ait la maîtrise du fonctionnement de ce fonds, puisque c'est un fonds personnel à l'entreprise. Mais sur la question du financement, on a certainement beaucoup de problèmes parce que personne ne veut financer. L'État ne veut pas financer. L'État ne veut pas financer, mais les compagnies elles-mêmes ne veulent pas financer. Hein. Elles-mêmes ne veulent pas financer. Mais elles sont simplement conscientes du fait que pour leur image, il faut mettre sur pied pour avoir une bonne image, une image d'entreprise citoyenne, une image d'une entreprise qui est ancrée dans son milieu. Il faut avoir une politique sociale. Il faut faire des réalisations sociales. Il faut s'engager dans le social. Sinon, les entreprises viennent pour faire le bénéfice.
essentiellement le bénéfice. Et donc, mais comme il faut soigner son image, comme il faut obtenir le feu vert des communautés pour réaliser le projet, pour éviter que pendant l'exécution du projet, qu'il y ait des problèmes venant notamment des communautés, mais on anticipe en mettant sur pied ce processus-là. Donc, l'entreprise est consciente de ça et puis elle va s'engager à financer pour, à la fin, pouvoir exécuter son projet. Donc, l'État ne peut pas débourser. L'entreprise même, à contre-cœur, va payer pour l'ensemble du processus. Alors, idéalement, qui prendrait la charge de la représentation des communautés? Idéalement, qui paierait les frais? Mais nous pensons effectivement que ça devrait être l'État. Mais malheureusement, nos États sont fauchés aussi. Donc, nos États vont esquiver un certain nombre de dépenses, entre autres ce chapitre-là. Alors donc, est-ce que c'est normal? Je dirais que c'est anormal. De mon point de vue, pour une bonne représentation des communautés, il était important que ce soit l'État, que le financement provienne des caisses de l'État, de mon point de vue. Et l'entreprise ne peut pas disponibiliser ses fonds parce que quand on a déjà les cahiers des charges, on sait quand même estimer les fonds à la mesure de tous les besoins qui ont été identifiés dans les cahiers des charges. Et est-ce que l'entreprise ne peut pas du coup débourser, décaisser ses fonds et les virer par exemple dans un compte parce qu'on suppose que ça devient maintenant un fonds pour le développement local du lieu où les activités sont effectuées et prendre ces fonds, les loger dans un compte quelconque et à ce moment-là, on co-gère l'entreprise et les communautés gèrent ensemble ces fonds-là. Comme ça, quand on est en train de mettre en œuvre les activités, on sait que non, voilà, c'est sorti comme ça va être comme ça. Parce que, bon, en fait, c'est ce qu'on est en train de constater, on est en train de réaliser. Parce qu'on s'est dit que non, c'est moi, l'entreprise, qui débourse le fonds et c'est moi qui dois gérer ça. Et du coup, quand on est en train de sortir, ce qu'on réalise sur terrain, ce qu'on constate sur terrain est que l'entreprise est en train de construire des histoires là qui ne durent même pas longtemps parce que c'est l'entreprise qui gère seule le fonds. Bon, je me dis, voilà pourquoi je suis en train de me dire, c'est pas du tout normal. Bon, lorsqu'on a déterminé les besoins, on a identifié les besoins, on sait quand même que non, ces besoins valent autant. Et du coup, on décaisse, on loge ça dans un compte quelconque, dans une banque, et ça doit être quand même à la valeur des biens. À la valeur, ça doit équivaloir aux biens en fait, aux besoins qui ont été identifiés. On loge ça quelque part, on loge ça quelque part, et l'entreprise co-gère le fonds avec les représentants des communautés pour qu'il quand même il y ait une certaine durabilité des acquis que les cahiers des charges a offert au bénéfice du développement des communautés. Voilà, docteur. Écoutez, c'est très pertinent ce que vous dites. Hein? C'est très pertinent de mon point de vue. C'est très pertinent ce que vous dites de mon point de vue pour garantir la bonne exécution du cahier des charges, la bonne exécution et surtout que
que l'exécution soit, qu'il y ait une co-gestion entre les parties prenantes et non une gestion exclusive de l'entreprise à charge pour les communautés locales et les autres parties prenantes d'évaluer le degré de mise en œuvre ou la mise en œuvre. Je suis tout à fait d'accord. Idéalement, ce serait le cas. Mais idéalement, ce serait ça, certainement. Alors, est-ce qu'on peut envisager que le législateur minier congolais aille dans cette direction pour prescrire, parce que ça ressemble à une sorte de caution, ça ressemble à une sorte de caution que l'entreprise devrait déposer dans un fonds pour être co-géré dans le cadre de la mise en œuvre des projets extractifs, la mise en œuvre des projets infrastructurels au bénéfice de la communauté. Alors oui, théoriquement, on peut l'envisager ici, mais c'est sûr que tout de suite, c'est possible. On peut envisager aussi une réticence de la part des entreprises. La part des entreprises qui voudraient certainement avoir la même mise sur le budget, sur le fonds, sur les dépenses, sur tout le processus. Mais c'est sûr que de manière... il y a une autre question. Parce que vous avez convoqué la durabilité, je suppose, des infrastructures. La durabilité des infrastructures. Et on revient à la question de l'exécution ou la mauvaise exécution, bonne ou mauvaise exécution du cahier des charges. Parce qu'à supposer que l'entreprise veut faire des économies et qu'elle achète par exemple des matériaux, les matériaux vraiment moins chers et au plan technique de très faible performance, et que les installations, les infrastructures qui sont réalisées sont faites à la base de matériaux très peu performants, inadaptés, alors on a un problème. C'est sûr qu'on a un problème au niveau de la qualité des infrastructures, de leur durabilité. On a un problème. Et là, ça peut entrer, de notre point de vue, dans le cadre du contentieux quant à l'exécution du cahier des charges, mais on a un autre problème aussi qu'on pourrait entrevoir, c'est celui de la représentation. Là, ça va impacter la représentation des partis dans la mesure où on va voir que les partis, quant à la réalisation, et là on est dans l'évaluation des réalisations, là on va voir que les communautés locales n'ont pas seulement besoin d'un juriste, elles auront aussi besoin des architectes et ingénieurs. Et donc l'hypothèse d'une congestion est très crédible. Et on est d'accord avec vous. Alors donc c'est des pistes de mon point de vue, effectivement. Effectivement, c'est très pertinent. C'est une piste qu'on pourrait, dans le cadre de l'amélioration de ce cahier de charges, de ce modèle-là, effectivement, on pourrait aller vers une cogestion des fonds, mais aussi une cogestion de la réalisation, une co-réalisation. Bref, une cogestion de l'ensemble du processus. Donc, voilà la réponse que je pourrais apporter à cette question. Merci beaucoup, docteur. Oui. Je reviens à la première question, docteur. Oui, allons-y. Bon, c'est vrai, peut-être que les contextes ne peuvent pas être les mêmes, mais je suis en train de me questionner. Est-ce qu'un modèle comme ça peut être transversal aux autres secteurs? Okay. On peut adapter ça aux autres secteurs, par exemple, pour lesquels le législateur n'a pas prévu. Alors, est-ce qu'on peut
est-ce qu'on peut notamment dans le secteur énergétique, est-ce qu'on peut s'en inspirer s'il y a une volonté, parce que là, il faut une volonté politique de réguler le secteur. Il y a une volonté. Alors, mais si cette volonté n'est pas formalisée dans le cadre d'un document comme celui-ci, alors la question que je me poserais, c'est est-ce que en cas de contentieux, est-ce que les tribunaux pourraient s'inspirer du modèle existant dans le secteur des mines pour trancher ce type de différend dans le secteur de l'énergie? Ah, c'est ça le problème, docteur. Voilà. Là, on est coincé vraiment. Là, on est coincé. Là, en tant que juriste, on sait que la manœuvre est très limitée. Faute d'un texte, la manœuvre est très, très limitée pour les tribunaux. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Salut Emmanuel, je ne t'ai pas entendu aujourd'hui. Alors, bien, alors merci à tout le monde. Vraiment merci de ce temps que vous nous avez consacré. Et rendez-vous vendredi prochain pour, dans le cadre de la révision minière en RDC. Ce sera un prolongement. Là, on a juste essayé d'esquisser un petit pan des questions minières. Et vendredi, on va aller en plein dans le sujet et on y consacrera 3 heures de discussion. Mais j'ai pris cette initiative parce que j'ai constaté que en fin de semaine, les gens sont plus relax à discuter. Alors du coup, je me suis dit, mais pourquoi ne pas organiser une petite discussion en 1 heure? Et donc, pendant tout le mois de mai, tous les dimanches, on aura 4 belles séances pour parler des questions de l'énergie en Afrique. Pour la révision minière en RDC, c'est pour quand, docteur? C'est vendredi prochain. Ah, le vendredi prochain. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci. En fait, vous allez, comme d'habitude, nous communiquer le programme. Ben, on vous a déjà communiqué le programme, mais on va rappeler. On va rappeler. Ah, oui, merci beaucoup. On va rappeler. Ah. Ouais. Ça a été un plaisir, docteur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour la participation. Merci, docteur. Merci. Merci. Merci à tous. Merci Oui. à tous aussi. Et à vendredi pour un autre choc. Merci, docteur. Exact, bonne soirée à tous. Exact. Allez. Merci, pareillement. OK. Ciao, ciao, ciao à tous. Merci. Merci, docteur. Merci, docteur. Et Merci. Merci. On a écouté avec beaucoup d'intérêt. Thank you. Merci. 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 Thank you very much.